Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ici la station de micro et KO. 160 mètres sur grandes ondes et 200 mètres sur ondes moyennes. Notre émission va commencer dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Micro et KO. Salut! Aujourd'hui, on va parler du syndrome de stress post-traumatique. Dans cet épisode, on va tenter de vous expliquer ce qu'est un syndrome de stress post-traumatique, comment y faire face et comment savoir aussi si on est dans cette situation. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, avant, voici notre petit disclaimer. Nous ne sommes ni médecins ni psychologues. Nous relatons uniquement notre vécu et l'expérience acquise au cours des années. Aussi, nous aimerions ajouter un petit avertissement. Dans cet épisode, on va aborder des sujets très sensibles, tels que les causes du syndrome de stress post-traumatique. On va également aborder les symptômes qui y sont associés. Alors, si vous êtes sensible à ces sujets et qu'ils peuvent être des déclencheurs pour vous, nous vous conseillons de ne pas écouter ce podcast. Pour des raisons de pratique également, nous utiliserons l'acronyme SPT pendant cet épisode. Sachez donc que SPT égale syndrome de stress post-traumatique. Et une dernière petite chose, comme vous l'avez peut-être déjà entendu, je suis malade. Donc je m'excuse d'avance pour ma voix nasillarde qui j'espère ne vous agacera pas trop. Mais là, vraiment, j'ai pas trop le choix. Alors, le SPT, c'est un trouble psychiatrique qui est classé parmi les troubles anxieux et qui survient après un événement traumatisant. D'ailleurs, on le connaît tous principalement par rapport aux soldats qui reviennent de la guerre. Il faut savoir qu'à l'époque de l'Antiquité, c'est déjà connu en fait, sous le nom de traumatisme psychique. Puis, c'est en 1980 que le concept du SPT va être cliniquement défini après les ravages de la guerre du Vietnam parmi les vétérans américains. Et ça va se manifester en souffrance morale et potentiellement des complications physiques qui vont du coup affecter votre vie personnelle, sociale et professionnelle. Selon des études menées aux États-Unis, on aurait entre 5 à 12% de la population qui aurait un SPT. Sans compter le fait que ça peut être sous-estimé, vu que les gens ont moins conscience que ça peut arriver à tout le monde et pas qu'aux soldats. En France, par exemple, pour les attentats de janvier 2015, 18% des témoins présentaient un SPT, avec 3% du côté des témoins à proximité, 31% du côté des personnes directement menacées et 3% des intervenants, donc les policiers, les soignants. Puis, après les attentats de novembre 2015, il y avait 54% de SPT chez les personnes directement menacées et presque autant chez les personnes qui ont perdu un proche pendant l'événement. Alors, à savoir qu'il y a deux formes de SPT. Donc, le SPT qui va être lié à un événement ponctuel, un accident, un deuil, ce genre de choses. Et on va à présent aborder un petit peu ce qu'est le SPT complexe. Le SPT complexe est un trouble psychotraumatique qui touche les personnes exposées à une série d'événements traumatiques prolongés et répétés. Donc là, on va vraiment parler d'événements traumatiques qui vont se répéter sur une longue durée, contrairement au SPT simple, qui lui est lié à un événement ponctuel. Le SPT complexe peut concerner les enfants comme les adultes qui en sont directement victimes, mais aussi les personnes qui en sont témoins. Le SPT complexe a été reconnu comme syndrome à part entière seulement en 2018. C'est hyper récent. Waouh! Ouais. Il a été reconnu comme syndrome à part entière en 2018 quand on l'a introduit dans la 11e version de la classification internationale des maladies. C'est fou hein, quand même. Hein. On n'arrête pas le progrès, hein? Tout à fait. Le SPT complexe peut être dû à des violences domestiques physiques ou émotionnelles, des agressions sexuelles, de la maltraitance, des abus, du harcèlement, les guerres, les génocides ou alors encore même un diagnostic de maladie grave. Le syndrome de stress post-traumatique complexe peut se développer quand ces types de traumas que nous venons de citer se multiplient, quand ils deviennent chroniques, ou alors quand on se sent menacé dans son intégrité physique et psychique, ou quand il apparaît impossible de s'échapper de cette situation. Selon les données des hautes autorités de santé, un tiers des enfants vivraient des événements traumatiques de façon répétée. C'est dramatique. Et ça, c'est les chiffres qui sont connus. Imagine que je pense qu'il y a la moitié qui est en secret total et dont on n'a même pas conscience, quoi. Clairement. 20%
de ces enfants développent un syndrome de stress post-traumatique complexe. Leur chance de développer un SPT complexe est plus élevée quand les traumatismes sont causés par une figure d'attachement, donc un parent, un membre de la famille. Logique. Maintenant qu'on a abordé les deux formes de syndrome de stress post-traumatique qui existent, on va passer un petit peu aux symptômes. Alors, je refais un disclaimer. La partie des symptômes va être assez longue et peut-être un petit peu redondante. N'hésitez pas à avancer un petit peu dans l'épisode si vous souhaitez passer à autre chose. Que ce soit pour le SPT, qu'il soit complexe ou non, on va avoir des symptômes qui se rejoignent et qui sont similaires. Par exemple, des symptômes intrusifs tels que l'événement qui va revenir dans les pensées subitement, de manière répétée. On va mettre en place des comportements d'évitement. Le traumatisme va avoir des effets négatifs sur notre humeur et nos pensées. Il peut également y avoir une altération de la vigilance et des réactions, donc une hypervigilance le plus souvent. Et un symptôme qui est quand même très caractéristique du SPT, qu'il soit complexe ou non, ça va être les cauchemars. Alors, je mets quand même des guillemets sur les cauchemars. Parfois, on peut penser, dans le cadre du syndrome de stress post-traumatique, que les cauchemars vont nous faire revivre la situation en permanence. Par exemple, vous allez revivre en permanence la même scène de votre traumatisme dans vos cauchemars. Alors, ça peut arriver, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Imaginons que vous avez été victime d'une agression, vous pouvez uniquement rêver, par exemple, de votre agresseur, mais sans pour autant revivre l'agression dans vos cauchemars en permanence. Vous pouvez voir, par exemple, l'agresseur, mais dans une situation totalement banale, par exemple en allant faire les courses ou peu importe, des situations de la vie quotidienne. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de revivre le traumatisme en boucle dans vos cauchemars. Là, on a parlé rapidement des symptômes qui reviennent le plus souvent dans le cadre des deux syndromes de stress post-traumatique. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Il y a 7 dimensions principales dans le cadre du syndrome de stress post-traumatique et des symptômes qui l'accompagnent. Je vais rapidement passer les 7 dimensions que cela peut concerner et ensuite on rentrera encore plus dans le détail. Première dimension, une altération dans la régulation des affects. Deuxième, une altération de la conscience. Troisième dimension, une altération de l'autoperception. Quatrième, une altération de la perception de l'auteur du traumatisme. Cinquième, une altération des relations sociales. Sixième, une altération des perceptions personnelles. Septième dimension, la somatisation. Donc ça, c'est toutes les dimensions que le syndrome de stress post-traumatique peut impacter dans votre vie. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Pour la première dimension, l'altération dans la régulation des affects, on va pouvoir retrouver une dysphorie persistante, des préoccupations suicidaires, de l'autodestruction, une colère explosive ou totalement inhibée, des prises de risques excessives, des difficultés sexuelles, une sexualité compulsive ou alors complètement inhibée, et souvent ça peut alterner entre les deux. Ça, c'est pour la dimension numéro 1. Pour la dimension numéro 2, qui est l'altération de la conscience, on va retrouver une amnésie ou une hypermnésie du traumatisme, de la dépersonnalisation des réalisations, des épisodes dissociatifs, une reviviscence des expériences traumatiques sous forme de pensées intrusives ou de rumination. Troisième dimension, l'altération de l'autoperception. Il peut y avoir une sensation d'impuissance par rapport à sa vie, par rapport à la situation, peu importe, de la honte et de la culpabilité, la minimisation de ce qu'on a vécu, et également la sensation d'être différent et que personne ne peut comprendre ce que l'on a vécu. Quatrième dimension, altération de la perception de l'auteur du traumatisme. On va retrouver une préoccupation dans les relations avec l'auteur, l'idéalisation de l'auteur du traumatisme, et il peut même y avoir sensation d'une relation spéciale, voire surnaturelle.
Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait un peu penser au syndrome de Stockholm. De fou. Pour ceux qui savent pas, c'est quand la victime tombe amoureuse de son agresseur, en gros. Le 5e point, qui est l'altération des relations sociales, dans lequel on va également retrouver un isolement ou un repli, une perturbation dans les relations intimes, la recherche répétée d'un sauveur, une incapacité à faire confiance, une victimisation de soi ou des autres. On n'en est qu'à la 5e dimension. Et sincèrement, je trouve ça impressionnant. Tous les points que ça peut toucher dans la vie personnelle de quelqu'un, quoi. C'est vrai que c'est très lourd, hein. Enfin, après, généralement, les gens n'ont pas tous les symptômes, mais là, quand on fait la liste, ça fait peur, quoi, tout ce qu'il peut y avoir. C'est ça. Après, on parle d'un syndrome. Et en fait, dans un syndrome, on n'est pas obligé de cocher toutes les cases pour en être atteint. Dans les formes les plus graves, ça peut arriver, mais ce n'est pas tout le temps le cas, quoi. Dieu merci. Oui, encore heureux. On va aborder du coup la 6e dimension que le SPT peut toucher, qui est l'altération des perceptions personnelles, dans lequel on va retrouver une perte de confiance en soi, un sentiment d'impuissance vis-à-vis de sa vie, et il y a également, j'ai trouvé ça très intéressant quand j'ai fait mes recherches, une perte des croyances antérieures au traumatisme. Ah oui, en fait, tu remets tout en question. Ouais, Tout oui, devient questionnable. ouais, c'est impressionnant. Ça doit être effrayant, par contre. Tu sais, c'est un peu genre comme les crises identitaires. Quand d'un coup, tu sais plus trop qui t'es, ce que t'aimes pas et tout. C'est effrayant d'un coup de te retrouver face à l'inconnu. Là, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Bah, c'est totalement ça. Et ce qui est encore plus horrible, c'est que tu es traumatisé parce que tu viens de vivre un traumatisme. Et en plus de ça, tu es touché sur toutes ces dimensions que je viens de citer dans ta vie. Et en fait, tu dois te sentir totalement perdu et ça doit même donner le vertige carrément parce que si tu te mets également à remettre en question les croyances que tu avais avant ton traumatisme, tu peux avoir un sentiment de vide qui est infini, quoi. Je pense que tu dois même frôler un petit peu le sentiment de devenir fou, hein. Tu dois tellement tout remettre en question, tu dois tellement plus être sûr de ce qui est vrai, pas vrai, bon, pas bon. On va à présent aborder la 7e dimension que le SPT peut toucher, qui est la somatisation. Vaste sujet. La somatisation, ça va être la partie en fait physique que le SPT va pouvoir atteindre. Ça peut toucher quasiment toutes les parties du corps, qu'elles soient sous forme de douleurs chroniques, de symptômes cardiaques ou pneumo. Ça peut également toucher tout ce qui est digestif, atteindre toutes les parties du corps, donner des céphalées, vraiment, ça peut toucher tout le corps. Donc là, on a vu ensemble les 7 dimensions que le SPT pouvait atteindre et il y a une donnée que j'ai trouvée super intéressante et que j'aimerais partager avec vous. J'ai trouvé que 15%, et c'est énorme, 15% des personnes qui ont un SPT, qu'ils soient complexes ou non, sont atteints de DPDR, dépersonnalisation, déréalisation. Bon, à noter que tu peux être atteint de DPDR sans avoir de SPT, hein, évidemment. Bien sûr. Mais c'est vrai que ça, pour le coup, c'est pas un des symptômes qui est le plus agréable, bien que aucun ne soit très agréable, mais celui-là, il est, je trouve, particulièrement handicapant pour en avoir, et toi aussi. Oui. C'est vrai qu'au quotidien, c'est très, très chiant. Voilà. De toute façon, si vous voulez rentrer plus dans les détails de ce qu'est la DPDR, on a dédié un épisode entièrement à ça, où on rentre vraiment plus dans les détails. Donc, si ça vous intéresse, à la limite, je vous invite à aller l'écouter. Concernant les causes, du coup, il faut savoir, donc, comme tu l'as dit, que tout le monde peut être touché, enfant ou adulte. Alors, ça se base sur le fait qu'on soit donc exposé à un traumatisme, qu'on en soit victime ou témoin. Parce que, comme on l'a dit, pour certaines personnes, le seul fait d'être témoin d'un événement traumatique suffit. Et une situation devient traumatisante à partir du moment où elle devient terrifiante, accablante et provoque en fait une grande détresse. Il y a un point commun, généralement, c'est le fait de se sentir impuissant face à la situation. Quand on parle d'événements traumatisants, pour vous donner une liste partielle, on peut retrouver la mort réelle ou menace de mort. Par exemple, être témoin d'un meurtre, d'un tremblement de terre ou d'un grave accident de voiture.
des blessures graves, comme par exemple une hospitalisation prolongée, des brûlures graves, les violences sexuelles, donc agressions sexuelles, viols, assister à l'événement, genre assister à un enlèvement par exemple, apprendre qu'il s'agit d'un membre de la famille ou un ami proche, donc qui est mort ou a eu une menace de mort violente ou accidentelle, par exemple, voir un ami mourir dans un accident de voiture. Et même une exposition répétée ou extrême à des détails qui sont horrifiques, comme par exemple les policiers qui sont exposés de manière répétée à des victimes de meurtres violents. Même si pour l'instant, on a du mal à établir pourquoi un traumatisme cause un SPT chez certains et pas chez d'autres, on a quand même des schémas qui peuvent nous aider. Ici, on va parler d'une interaction entre 3 grands facteurs qui favorisent le SPT. On a les facteurs préexistants, comme le nombre d'expériences douloureuses ou traumatisantes vécues dans le passé de la personne, sa sensibilité à la peur, sa personnalité, son état de santé physique et mentale, sa réaction face à l'événement, ou encore son âge pendant l'événement déclencheur. Il y a aussi des facteurs génétiques ou épigénétiques qui contrôlent la plasticité cérébrale qui serait impliquée. Pour donner vite fait une explication, au cas où c'est flou, ce que je comprends, la génétique, en gros, c'est la recette de cuisine, et l'épigénétique, c'est la qualité des ingrédients et des équipements, les mains qui préparent les aliments et l'environnement dans lequel ils sont fabriqués. D'ailleurs, info intéressante, les femmes et les personnes dont le niveau socio-économique ou d'éducation est faible sont aussi identifiées comme plus à risque. Pour le deuxième facteur, on a l'événement en tant que tel, donc tout simplement la sévérité, l'intensité et la durée du traumatisme, son impact émotionnel, sa proximité et ses conséquences physiques. Et pour le dernier point, c'est le contexte post-traumatique. Si la personne a un stress ou des douleurs chroniques, ça peut augmenter le risque de SPT et aussi le type de soutien que la personne va recevoir après l'événement, si soutien il y a. À noter que même une personne sans facteur de vulnérabilité particulier peut malgré tout développer un SPT dans certaines conditions. La question du coup, c'est est-ce que les traumatismes conduisent-ils toujours au SPT? Alors heureusement non. Plusieurs études ont démontré que la majorité des personnes vivront probablement au moins un événement traumatique au cours de leur vie, mais que beaucoup ne développeront pas de SPT. En fait, le risque d'en développer un va généralement être en corrélation avec la gravité du traumatisme, ou si c'était chronique, donc une durée assez longue, c'est là où, comme tu disais, on parle de syndrome de stress post-traumatique complexe, ou si vous étiez physiquement proche de l'événement, genre si ça s'est produit à côté ou devant vous. Après, il y a aussi des grandes catégories qui sont plus susceptibles d'entraîner un SPT que d'autres. On va retrouver le viol ou l'agression sexuelle, une exposition au combat ou une négligence / abus physique pendant l'enfance. Concernant le diagnostic, si vous hésitez à aller consulter, on a quelques comportements qui ne sont pas négligeables que je vais vous donner, et si vous vous reconnaissez ou que vous reconnaissez un proche, ça peut peut-être vous mettre la puce à l'oreille. Donc le premier, c'est votre entourage vous encourage à consulter pour votre santé mentale. Vous souffrez de symptômes persistants depuis un certain temps. Vous ressentez de la détresse. Malgré le soutien de vos proches, vous vous sentez pas réconforté. Vous faites face à des crises d'anxiété fréquentes. Vous éprouvez des difficultés à gérer votre quotidien. Ça, en fait, ce sont déjà des signes qui peuvent vous alerter pour sauter le pas, du coup. Après, pour recevoir un diagnostic de SPT, c'est chez un psychiatre que ça se passe, puisque c'est une pathologie psychiatrique, et vous devez présenter des symptômes appartenant à chacune des grandes catégories. Donc là, je les ai mises en 4, que d'ailleurs Laurie a expliqué plus tôt, donc je suis désolée, ça va être un peu redondant, mais c'est pour vous faire comprendre. Du coup, dans les symptômes d'intrusion, il en faut au moins un. Donc je les rappelle. On peut retrouver dedans avoir des souvenirs récurrents, involontaires, intrusifs ou perturbants, avoir des rêves inquiétants récurrents de l'événement, ou non, comme tu l'avais spécifié plus haut, agir ou souffrir comme si l'événement se déroulait à nouveau, donc c'est ce qu'on appelle les flashbacks, ou la perte totale de conscience dans l'environnement présent,
et avoir le sentiment intense de détresse quand l'événement est rappelé. Pour les symptômes d'évitement, pareil, il en faut au moins un. Donc on a éviter les pensées, les sentiments ou les souvenirs associés à l'événement et éviter des activités, des lieux, des conversations ou même des personnes qui déclenchent des souvenirs de l'événement. Pour le troisième, donc, on a les changements négatifs dans la pensée ou l'humeur. Et là, il en faut au moins 2. Donc on peut retrouver la perte de souvenir d'éléments importants de l'événement, donc ce qu'on appelle l'amnésie dissociative, des croyances ou attentes négatives tenaces et exagérées à propos de soi, des autres ou sur le monde, des idées déformées persistantes sur la cause ou conséquences du trauma qui conduisent à s'accuser soi-même ou les autres, un état émotionnel négatif persistant, une diminution marquée de l'intérêt ou de la participation à des activités importantes, un sentiment de détachement ou d'éloignement des autres, et une incapacité persistante à vivre des émotions positives. Et donc, pour le dernier point, on a l'excitation et une réactivité altérée, où là, pareil, il faut avoir au moins 2 symptômes. Donc on a difficulté d'endormissement, irritabilité et accès de colère, comportement imprudent ou autodestructeur, difficulté de concentration, facile à surprendre, donc le sursaut, et l'hypervigilance. Pendant le diagnostic, le psychiatre va d'ailleurs chercher les comorbidités psychiatriques importantes parce qu'en fait, elles sont fréquentes chez les patients souffrant de SPT, notamment le trouble addictologique. Je pense que c'est assez clair, comme on l'a déjà dit, qu'il existe beaucoup de symptômes, mais quand même très peu de personnes les présentent tous. Donc, on aurait 2 conseils à vous donner en plus. Si vous présentez au moins un symptôme dans chacune des 4 catégories que je viens d'énoncer et qu'ils sont apparus après un traumatisme, il se peut effectivement que là, vous souffriez d'un syndrome de stress post-traumatique. Par contre, si vos symptômes étaient là avant l'événement traumatisant, c'est que c'est probablement pas un SPT. Et c'est normal, en fait, juste après un traumatisme, de se sentir plus anxieux et de voir apparaître certains symptômes. Avec le temps, ça s'apaise. Par contre, s'il n'y a pas d'évolution vers le mieux, là, ça se peut que vous ayez un SPT. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que ça se soigne. Il y a plusieurs options. Tout d'abord, on va commencer par les choses les plus simples à mettre en place, on va dire, c'est qu'on peut s'aider soi-même. Par exemple, tout ce qui est pleine conscience, l'écriture, le journaling, les activités créatives telles que le dessin, la peinture, jouer d'un instrument de musique, toutes ces petites choses qu'on peut mettre en place dans notre quotidien peuvent vous aider dans le cas d'un syndrome de stress post-traumatique. On ne parle pas là de traitement, on est bien d'accord, ni de thérapie, mais c'est des choses que vous pouvez mettre en place pour vous aider vous-même et qui peuvent apporter une évolution favorable au SPT. Dans un second temps, il y a toutes les techniques de relaxation, l'EFT ou même la cohérence cardiaque, que ce soit ce que j'ai cité juste avant ou encore la relaxation, la cohérence cardiaque, l'EFT, ce sont des choses que vous pouvez pratiquer vous-même, seul chez vous ou accompagné par exemple d'un ami. Pour l'EFT, vous pouvez également vous faire accompagner par un thérapeute si vous ne connaissez pas cette méthode. Vous pouvez aller consulter quelqu'un qui vous apprendra les bases et ensuite vous pourrez le reproduire chez vous en toute sécurité. Et pour la partie thérapie, il va y avoir la psychothérapie, la TCC, donc la thérapie cognitive comportementale, l'EMDR, qui est très recommandée dans le traitement des traumatismes. C'est une technique qui permet de traiter le traumatisme par des mouvements oculaires avec l'encadrement d'un thérapeute. Et dans les cas les plus compliqués, quand on a des symptômes qui sont très difficiles à vivre au quotidien, on peut également, avec un médecin ou un psychiatre, mettre en place une médication qui va nous servir de béquille les premiers temps de notre guérison. À savoir que, en fait, ça va juste venir traiter vos symptômes, les médicaments. C'est pour ça qu'il faut que ce soit couplé complètement avec une thérapie. En gros, c'est comme si vous preniez un antidouleur pour un bras cassé. C'est cool, vous n'allez plus avoir mal, sauf que vous avez quand même besoin d'un plâtre pour que votre bras se répare comme il faut. Bah, du coup, les médicaments, c'est pareil. Ils vont être prescrits en complément d'une thérapie.
La différence entre le SPT et le SPT complexe, c'est que les traitements sont sensiblement les mêmes. Cependant, un SPT nécessitera quelques semaines ou mois de traitement, alors que le SPT complexe met en général plusieurs années avant de se traiter correctement. Dans les 2 cas, faut savoir qu'en fait, ça n'effacera pas votre mémoire. Je m'explique. Ça va vous permettre de reprendre le contrôle sur votre vie et vos activités quotidiennes et en fait, cet événement traumatique, il sera mis à la bonne place dans votre cerveau. Au lieu que votre cerveau n'arrive toujours pas à traiter l'information et qu'il continue à vous influencer, il va être capable de le traiter comme il faut et le ranger dans la catégorie souvenir. Donc, il fera partie de votre passé comme les autres souvenirs que vous avez en tête. Et il n'aura plus du tout le même pouvoir sur vous. Et du coup, chose importante à savoir aussi, c'est que plus vous consultez tôt, plus les traitements, ils ont des chances de vous soulager. Tu viens vraiment d'expliquer en fait le principe même de l'EMDR. Tout à fait. Le MDR, en fait, ça, c'est pour justement limiter l'évitement et permettre aux souvenirs traumatiques d'être intégrés et traités comme un souvenir habituel. Vous pouvez aussi vous tourner vers les groupes de soutien avec des personnes qui comprennent ce que vous vivez ou même partager vos expériences. C'est toujours rassurant et réconfortant en fait de voir qu'on n'est pas seul parce que, comme tu l'as dit, c'est un des symptômes justement. D'ailleurs, il existe aussi des groupes de soutien pour les proches qui ont quelqu'un dans leur entourage qui a un SPT. Et petite info qui est quand même pas négligeable, je trouve, selon les gens, ça peut être des groupes en présentiel ou même en ligne, si vous préférez, ça existe aussi sur internet. Par contre, c'est vrai qu'on peut se sentir honteux parce qu'on peut entendre autour de nous qu'on a simplement qu'à surmonter les expériences difficiles comme tout le monde, ou même penser que c'est de notre faute. Mais en fait, ça vous viendrait pas à l'esprit de dire à quelqu'un: «Franchement, la couleur de tes yeux, elle est vraiment hideuse». Non, on est tous d'accord? Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on choisit. Bah, là, c'est pareil. On choisit pas sa sensibilité face aux choses. Chacun a sa propre jauge. Donc, si vous vivez des problèmes liés à un traumatisme, n'ayez pas honte. C'est vraiment important d'écouter vos sentiments et d'en parler à un professionnel de la santé. Alors, ce qu'on vous a pas dit, c'est que nous concernant, faut savoir que je ne me suis jamais faite diagnostiquer, donc je vais rien dire à ce sujet. En tout cas, concernant Laurie, ça, c'est un fait avéré, elle a un SPT. Du coup, j'aimerais savoir de ton côté, comment tu t'en es rendu compte déjà? Alors, moi, j'ai été diagnostiquée au mois de septembre 2023. C'est un diagnostic qui a été super tardif parce que, bon, déjà, de un, je m'en doutais pas. De deux, j'avais jamais été voir un psychiatre. J'avais toujours été voir des psychologues ou encore mon médecin généraliste et personne m'en avait parlé. Et en fait, c'est le psychiatre en consultation à travers des questions, à travers un petit peu mon parcours de vie lorsque je lui ai raconté, qui m'a dit: «Non, mais en fait, madame, vous vivez avec un syndrome de stress post-traumatique depuis toutes ces années». Et en fait, en gros, on se demandait pourquoi j'alternais d'énormes périodes d'anxiété, en fait, ça faisait des vagues pendant toutes ces années. Il y a des périodes où ça allait à peu près et d'autres périodes où j'étais vraiment submergée par l'anxiété à tel point que je ne pouvais plus sortir de chez moi, je ne pouvais plus aller dans des magasins, je ne pouvais plus aller au restaurant, je ne pouvais plus aller, voir mes amis. J'avais des problèmes de sommeil. Tu dirais que c'est quoi les symptômes que tu as eus maintenant que tu sais que tu as un SPT et que du coup, potentiellement, tu as peut-être pu identifier les symptômes que tu avais? Si tu devais faire une petite liste, tu dirais que tu as quoi comme symptômes par rapport à ça? J'ai quand même pas mal de symptômes, en fait, et je m'en suis rendu compte plus tard. Alors, j'ai pas tous les symptômes qu'on a cités, avant. Bah, déjà, tout à l'heure, on parlait de la DPDR, donc la dépersonnalisation, déréalisation. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien, à mon grand désespoir. Ensuite, j'ai beaucoup d'épisodes dissociatifs, tout ce qui est honte, culpabilité, heu, préoccupation dans les relations avec l'auteur. Ça, on en parlait tout à l'heure et c'est quelque chose qui est très présent chez moi. Je sais aussi que toi, tu as les rêves et Ouais. comme exactement comme ce que tu spécifiais justement, toi, pour le coup, tu ne revis pas
forcément l'événement. Non, c'est ça. Moi, dans mes rêves, je ne revis pas l'événement, je me visualise dans mes activités quotidiennes, sur mon lieu de travail ou ouais, dans ma maison avec, la personne, qui est auteur du traumatisme. Je vais également avoir beaucoup en fait, dans les périodes où j'ai de l'anxiété très, très forte, je vais beaucoup m'isoler et me replier sur moi-même. Ça peut perturber toutes mes relations, qu'elles soient professionnelles, intimes, sociales, heu, peu importe, ça a vraiment un impact sur tout ça et moi, je suis la pro de la somatisation. C'est vrai. Je Je crois confirme. je crois qu'il y a personne d'autre qui est expert comme moi en somatisation. Non, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça et puis franchement, c'est pas un truc duquel j'aime me vanter, mais vraiment, je pense qu'on peut me donner la médaille de la somatisation parce que franchement, heu, j'envoie du lourd. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, un peu au niveau de mes symptômes, mais ouais, rien qu'au niveau de la somatisation, j'ai somatisé, au niveau digestif. Tout à l'heure, on parlait de la somatisation au niveau, enfin, qu'on peut avoir des symptômes cardio, pneumo. Désolée, c'est dur à dire avec le rhume, pardonnez-moi, mais j'ai eu ça aussi. Les douleurs chroniques, n'en parlons pas, c'est mon quotidien, j'ai des douleurs tous les jours. Donc voilà, somatisation égale Lori, quoi. Un truc dont on parle pas aussi, je trouve, c'est comment tu deals avec les autres quand tu as un SPT, tu vois? Parce que justement, là, tu parlais de tes symptômes en disant que tu t'isoles, typiquement. Vu que toi, ça fonctionnait par vague, c'est chaud quand même tu sais, d'avoir une vie, normale et du jour au lendemain, à cause du SPT, tu replonges un petit peu dans un état, un peu dépressif, mélancolique et tout. C'est compliqué de faire comprendre aux gens si tu ne veux pas rentrer dans les détails, en fait, tu vois? Parce que tu as peut-être pas forcément envie de crier sur tous les toits: «Oui, oui, désolé, en fait, j'ai été traumatisée et donc du coup, c'est pour ça que je vais pas très bien en ce moment». Donc je trouve que c'est ultra compliqué de faire comprendre aux gens avec qui tu n'es pas forcément très proche, que en ce moment, ça va pas très bien et que malheureusement, chez toi, c'est pas, heu, parce qu'il t'est arrivé un truc, là maintenant, c'est juste parce que c'est des phases et que ça va et que ça vient et que c'est quand même assez grave, tu vois? Je trouve que c'est délicat de faire comprendre à quelqu'un que c'est quand même du sérieux, sans que la personne en face ne te dise pas, comme je disais tout à l'heure: «Oh mais ça va, enfin c'est rien, viens on sort, viens on va te changer les idées et tout». Alors qu'en fait toi, c'est bien plus profond que ça et donc du coup, c'est compliqué de faire comprendre la gravité de la chose à la personne sans trop t'exposer en fait si tu en as pas envie, tu vois? J'ai plusieurs choses à soulever là dans ce que tu viens de dire. La première chose en fait, c'est que qu'on ait un SPT ou pas, c'est toujours dur quand on souffre d'une pathologie mentale d'en parler aux gens en fait, sans que ce soit minimisé. Parce qu'en fait, que ce soit un SPT, parce que moi, j'ai toujours cru que je n'avais que de l'anxiété, je ne savais pas que j'avais un SPT. Et en fait, quand je disais, à mes amis ou à ma famille, «Non, bah, je suis désolée, je vais pas venir et cetera, je me sens pas trop bien, j'ai un peu d'anxiété et cetera». On me disait toujours, «Oui, non, mais Laurie, enfin, bouge-toi un peu, c'est pas en restant chez toi que ça ira mieux», et en fait, peu importe la pathologie mentale, même si tu as pas envie de rentrer dans les détails, de toute façon, quand les gens ne sont pas informés ou que même ils n'ont pas envie de s'informer parce que voilà, c'est souvent minimisé et là je parle du SPT et de l'anxiété, mais c'est pareil avec la dépression, avec les fameuses phrases bateau, «Oui, mais en même temps, tu fais rien pour aller mieux, tu devrais sortir prendre l'air». Bah oui, bien sûr, comme si sortir prendre l'air, c'était connu pour soigner une dépression en 3 jours. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter. Donc bon, je pense pas que ce soit forcément lié que au SPT, mais vraiment aux pathologies mentales en général. En fait, je trouve ça plus délicat de dire à quelqu'un que tu connais pas trop: «Ouais, désolé, j'ai un SPT», plutôt que: «Oui, désolé, là, je suis en dépression». Parce que selon moi, la dépression, elle est maintenant un peu moins taboue, on va dire, que selon moi, hein, c'est mon avis perso, que le SPT. Parce qu'en fait, la dépression, il y a pas forcément besoin, d'avoir un déclencheur, quel qu'il soit, n'importe qui peut être en dépression pour, plus ou moins toutes les raisons, ça peut arriver à n'importe qui. Versus le SPT où là, il faut vraiment qu'il y ait eu un déclencheur, il faut qu'il y ait eu un événement traumatisant et du coup,
Bah, en fait, forcément, de dire à quelqu'un: «J'ai un SPT», même si tu le connais pas, en gros, ça veut dire que tu as été victime ou que tu as été spectateur ou témoin d'un événement traumatisant et du coup, selon moi, je trouve ça plus intime, tu vois? Et plus privé de dire: «Désolé, j'ai un SPT» que: «Désolé, j'ai une dépression». C'est pour ça que je trouve ça délicat, quand tu as des phases de baisse comme ça de morale, de devoir expliquer à des gens que tu connais pas trop: «Bah oui, bah désolé, c'est parce qu'en fait j'ai un SPT et que du coup, mon humeur elle fait au bas et que là je suis dans un bas», tu vois? Oui, je vois totalement ce que tu veux dire. C'est vrai que moi jusque-là, j'ai pas eu besoin de l'expliquer parce que comme je l'ai dit, j'ai reçu un diagnostic qui a été vachement tardif et en fait jusque-là pour moi ce n'était que de l'anxiété. Donc en fait à chaque fois, je disais que je souffrais d'anxiété et puis point barre. Là, je sors à peine d'une phase comme ça. J'ai pas dit aux gens que c'était à cause d'un SPT, sauf à mes amis proches, évidemment. J'ai dit aux gens que j'avais de l'anxiété. Ou alors, je disais rien même, enfin, je suis pas obligée après de me justifier non plus, tu vois? Mais, Tout à fait. Mais du coup, c'est pour ça que je trouve ça compliqué quand tu en es victime, c'est que je pense que tout le monde, si tu leur dis juste: «Ouais, désolé, c'est de l'anxiété», je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné, vont te dire: «Ah, c'est bon, n'exagère pas». oui, Alors que le SPT, si les gens sont à peu près informés de ce que c'est 2 fois plus grave. Ils comprennent, on va dire, un peu plus la dimension de la gravité et donc du coup, c'est un peu à double tranchant parce qu'en gros, toi, en tant que victime, tu as le choix entre ou tu dis la vérité et donc oui, tu dis que c'est un SPT, mais du coup, comme je disais tout à l'heure, tu te dévoiles un peu, donc clairement, tu dévoiles un peu ton intimité, ce que tu as pas forcément envie de faire, mais au moins les gens vont potentiellement beaucoup plus te laisser tranquille ou alors tu dis: «Ouais, désolé, c'est de l'anxiété», comme tu as fait toi, en mode un peu excuse, tu vois? Et là, potentiellement, tu t'attires un peu les foudres des gens qui vont venir un peu, tu vois, te dire au bout de la 15e fois: «Ouais, bon, c'est bon, on a compris, tu chiante, arrête un peu, sors, ça va te faire du bien», tu vois? Donc l'un ou dans l'autre, c'est franchement, quand on est victime, je trouve que c'est vachement compliqué. En plus, ça aussi on n'en a pas parlé, il y a des gens qui ne supportent pas et ce que je peux totalement comprendre, si tu te dévoiles, admettons dans le scénario 1 et que tu dis que c'est parce que tu as un SPT et que tu as pas honte de le dire et c'est très cool, bah, il y a beaucoup de gens qui vont du coup après changer leur comportement avec toi. Ils vont un peu te prendre, en pitié, ils vont te malaxer gentiment, ils vont plus trop oser te dire les choses, ils vont un peu marcher sur des œufs et tout. Je sais qu'il y a des gens qui supportent pas ça et qui en fait, le fait de faire ça avec quelqu'un qui a un SPT, comme d'ailleurs n'importe quelle pathologie, hein, en fait, ça leur rappelle tout le temps, quotidiennement, qu'ils ont quelque chose. Quand on agit avec eux comme s'ils étaient malades, comme si: «Oh mon Dieu, les pauvres et tout», eux, ça leur fait leur rappeler à chaque seconde qu'ils ont un SPT et qu'ils ont vécu un truc et que du coup, il faut pas trop les brusquer et tout. Alors qu'en fait, je pense que ce qui rendrait le plus service aux gens, c'est juste plutôt d'agir normalement, avec compréhension et tolérance, mais en fait, comme avec n'importe qui. Et pas trop faire un espèce de comportement particulier parce que la personne est victime d'un SPT, en fait. Je pense que c'est ça qui serait le mieux pour les gens parce que c'est vrai que enfin, dis-moi ce que tu en penses. Je sais pas si toi, du coup, tu as vécu cette situation justement? D'être prise un peu en pitié? j'ai pas vécu cette situation, d'être prise en pitié parce que, bah, je l'ai pas dit, en fait. Ouais, J'ai pas changé mon discours avec les gens autour de moi. Heu, j'ai continué à dire que je souffrais d'anxiété. Alors ouais, d'anxiété sévère, parce que en fait, j'estime que les gens qui sont assez proches de moi connaissent ma vie, connaissent mes traumatismes et bah, ça coule de source un peu, en fait. oui, en fait, tu as préféré prendre du coup le scénario 2 qui est, tu préfères à la rigueur qu'on te vienne un peu te secouer de temps en temps en te disant: «Oh Laurie, tu pas marrante, Ouais, machin», plutôt que de devoir te dévoiler quoi, au final. bah, c'est ça. Bah, après, en fait, on va dire que les gens, ils peuvent me secouer tant qu'ils veulent, et ils peuvent me dire ce qu'ils veulent, je m'en fous et j'en suis vraiment arrivée à ce stade-là parce que moi, je sais les efforts que je fais au quotidien pour guérir. J'ai pas besoin que quiconque, vienne me secouer. Je me secoue assez en permanence moi-même, comme un pommier. Donc en fait, ouais, non, j'ai pris cette option-là et en fait
Je pensais pas dire ça un jour, hein, je vous rassure, mais la vie des gens, je m'en fous maintenant et je fais ce que je peux, moi, pour guérir avec, des thérapeutes, qui me suivent et qui sont super et d'ailleurs, par rapport au SPT, j'ai commencé là, dernièrement, mes premières séances de MDR avec une thérapeute, qui est, vraiment exceptionnelle et ça porte déjà ses fruits. Donc après, évidemment, on est tous différents, mais je sais que chez moi, le MDR, pour l'instant, c'est fabuleux, quoi. S'il y a bien une chose qu'on peut pas t'enlever, je trouve, c'est vraiment ta force de caractère et ton courage face à ça, tu vois? Genre vraiment cette espèce de résilience que tu as à juste à faire face aux problèmes. Pour ça vraiment, bah, clairement bravo, tu vois? Parce que je trouve que c'est très dur à vivre, à supporter, à surmonter. Et c'est quand même quelque chose qui est vraiment pas évident, quoi. Donc bravo à tous, si vous avez un SPT et que vous arrivez tant bien que mal à vivre avec ça et à faire avec, franchement bravo. C'est vraiment un super beau message que tu as dit là. Je pense que on va clôturer en beauté là-dessus. Du coup, cet épisode est à présent terminé. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'aide, plusieurs solutions sont à votre disposition. Je vais vous donner quelques numéros utiles qui pourront peut-être vous aider. Je vais redonner le numéro du 3114, donc c'est le numéro qu'on a donné dans l'épisode pour la dépression, qui est le numéro suicide, donc 3114, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez également le 0800 858 858, qui est le numéro de la Croix-Rouge psychosociale. À ce numéro, vous pourrez trouver des gens à l'écoute, vous pouvez échanger sur vos difficultés et ils seront vous conseiller, vous écouter et, si besoin, vous orienter vers des thérapeutes. Donc ils sont disponibles de 10 h à 18 h en semaine et c'est totalement ouvert à tous, gratuit et anonyme. Et un petit dernier, SOS Dépression 08 92 70 12 38. Eux aussi, ils sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, nous contacter via les réseaux sociaux en cas de besoin ou simplement pour trouver une oreille attentive. On vous répondra sans jugement et avec bienveillance. Oui, vraiment n'hésitez pas à venir nous parler si vraiment vous en ressentez le besoin, ce sera vraiment un plaisir pour nous d'essayer de vous aider du mieux qu'on peut. Encore une fois, on n'est pas professionnel, mais par contre, on peut vous écouter dans la plus grande bienveillance. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis à 6 h pour un nouvel épisode. D'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu ou si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un dans votre entourage. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Salut!